Bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, 318 IS E36, donc 318 c'est le 1,8 litre M42 B18, 4 cylindres en ligne. On y a décidé avec Julien d'y implémenter un petit turbo, histoire de pimenter un peu la mécanique, pour ajouter cette petite bête qui provient d'un 525 TDS. Il a fallu modifier certaines choses quand même sur le moteur, hein. Rien que là, il y a des trucs qui sont plus d'origine, quoi. Et la majorité des choses, je les montre dans d'autres vidéos, si jamais. Voilà. Mais ici, on est là pour parler d'un seul truc. C'est une des dernières grosses, bon, c'est même la dernière grosse modif qu'on a fait sur cette voiture, et surtout qui nous a permis d'enfin que cette voiture roule bien, correctement. C'est bien entendu, je parle du calculateur reprogrammable. On n'a plus le calculateur d'origine du coup. Comme je le disais dans d'autres vidéos, nous au début on était freinés par la gestion prod, par le budget. Hein, notamment une Max EQ à 800 balles, non c'est mort, on peut pas possible. Un petit peu par les connaissances aussi, hein, une carto on n'en a jamais fait, donc voilà, on était un peu réticents là-dessus aussi au début. Et parce que on croyait avoir trouvé une solution miracle, mais finalement qui marche pas, quoi. Et puis on a entendu parler du fameux calculateur Speeduino. J'ai un pote de mon école qui a un 6 cylindres en ligne et un M50 je crois, il a foutu un turbo. Et justement lui il est passé par le Speeduino, donc c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Pour ceux qui connaissent déjà les Speeduino, une fois que tu l'as, le Speeduino, un Speeduino de base, tu peux pas le brancher directement dans ton moteur. Là tu as une prise spéciale, quoi, c'est pas une prise standard. Tu vas sur le calculateur de la Mégane qui est là, elle n'a pas cette prise là. La Civic non plus, elle n'a pas du tout cette prise là. Donc le but du Speeduino, c'est que du coup il n'y a pas de prise, et c'est à toi de brancher fil par fil sur ton faisceau moteur, comme ça en fait tu peux l'adapter sur n'importe quelle voiture. Et vu que c'est vraiment la base de la base, le Speeduino c'est fait pour fonctionner avec juste les capteurs vraiment vitaux de la voiture, donc PMH, Abracam, injecteur, allumage et pompe à essence. Donc t'as pas 50 fils non plus à repiner, tu vois. Mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Faut connaître le faisceau moteur, faut savoir quel fil et machin, etc. C'est quand même un peu galère. En témoigne Ultimate Making avec sa Ford Fiesta. Hein. Ça se fait, hein, mais c'est une galère. C'est une galère. Et le Speeduino que nous a trouvé Nico, c'est un Speeduino un peu retravaillé d'un gars qui s'appelle Pazzi88. Et lui, il a refait les Speeduino à sa sauce pour pouvoir y foutre cette prise-là. Et comme ça, bah, tu as juste à débrancher le calculateur d'origine, foutre ton Speeduino, et puis bah, c'est quasiment fini, quoi. Reste plus qu'après la carto, tout ça. Donc c'est bien parce qu'il l'a fait pour plusieurs moteurs de BM, hein, notamment les M42 du coup, hein, vu qu'ils sont là. Je sais qu'il y a les M43 aussi, il a fait une planche aussi pour les M50 et les M60. Il y en a peut-être d'autres, mais voilà, par exemple. Et c'est donc tout le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on en est arrivé justement à fabriquer ce Speeduino. Donc, l'autre avantage du Speeduino, c'est qu'il est en kit. Du coup, c'est à toi de le fabriquer, donc ça veut dire que c'est moins cher. Voilà. Pour un ordre d'idée, ouais, j'ai peut-être mis quasiment 200 €. Donc ouais, c'est bien moins que des Max EQ ou des Megasquirt et tout, quoi. Donc c'est bien quand on n'a pas les moyens de s'acheter ce genre de calculateur, quoi. Sinon, évidemment, si j'avais déjà 1000 balles, évidemment que j'aurais déjà pris une Max EQ ou un truc comme ça, forcément. Je me serais pas emmerdé à faire 1 milliard de soudures avec ça. Mais bon. Où est-ce qu'on trouve tout ça? Et bien maintenant, on va passer sur l'ordi. Bon. Et ben on commence. Oui. Où est-ce qu'on trouve tout ça? Donc, pour commencer, j'en ai parlé plein de fois, j'ai énoncé le nom de Pazzi88. C'est cette version-là du Speeduino qu'on va aller chercher.
Google, PASI88, GitHub. GitHub, c'est le nom du forum. Et Speeduino, évidemment. Les mots-clés. On tombe sur les posts de PASI88, Speeduino. On clique dessus. On a tous les dossiers intéressants qui sont ici. On va sur le code et on le télécharge. On va donc dans ce dossier là, et moi je l'ai mis là, voilà. Speeduino, M5 machin, PCB master. Bam, on clique dessus. Et là déjà, on voit qu'il y a plusieurs codes moteurs de proposer. Il y a la série des M50, la série des M40 et celle des M60. Et en dessous, il y a juste M52 et M54. Voilà. Je vais prendre l'exemple ici évidemment de mon cas, donc de la 318 IS. Si je dis pas de bêtises, vu que c'est une phase 1, c'est un M42. Enfin, je sais que c'est un M42, mais je ne sais plus si c'est pour la phase 1 ou la phase 2. Mais je crois que c'est M42. Pour cet exemple-là, je vais aller chez le M42. On a tous ces dossiers-là qui nous intéressent, les rêves machin. En gros, c'est les versions qui ont été faites. Bon, bah, on va aller sur la dernière, hein, la 2.3. Voilà. Et là, on a les fichiers qui nous intéressent le plus, les fichiers les plus importants. En premier, on a les baumes. Les baumes, c'est, on va voir après, toute la liste des micro-composants. On a ensuite la Component Layout. C'est la gueule de la planche. Donc celle-là, en fait. Et si on regarde bien dessus, il y a tout qui est écrit. Hein. On va le voir après, les R35, les R1, machin, IC4, tout ça, ça va être les emplacements. Et tout sera donné, en fait. Tout sera donné. Vous allez voir. Et ils sont aussi écrits, du coup, sur la board une fois reçus, hein, forcément. Vous l'aurez peut-être remarqué, on n'a qu'une seule board, mais on a les baumes de tout ça. Ça veut dire que juste avec cette planche-là, on peut y foutre les composants pour faire un M40, les composants pour y faire un M42, les composants pour y faire un M43, pour y faire un M50, pour y faire un M50, pour y faire un M60. Donc j'ai eu un gars dans les commentaires qui m'a demandé, lui il voulait faire un Speeduino pour un M43, il voulait péter le moteur et après garder le même Speeduino plutôt que de racheter un et le refaire pour un M50. Et ben tu vois que là du coup tu peux d'abord acheter tous tes micro-composants pour le M43, faire ton M43. Ensuite, une fois que tu as fini ton affaire, tu reprends le Speeduino, tu regardes le M50, déjà tu regardes tous les composants que tu as déjà, hein, parce que je pense que doit y en avoir qui sont en commun. Tu commandes ceux qui te manquent, et puis bah, tu fais tes changements après sur la board. Mais voilà, au moins tu n'as pas besoin de racheter une board, t'as pas besoin de. Même si c'est pas ça qui coûte le plus cher, mais voilà, tu peux adapter sur la même board pour certains cas. Maintenant, où est-ce qu'on la trouve celle-là? Parce que c'est bien beau un PDF avec un beau dessin, mais comment on la reçoit celle-là? Ben, en fait, les gerbeurs. Le gerbeur, en gros, c'est les fichiers de modèle 3D de la planche, en fait. Sur les micro-composants, tout ça, j'y connais pas plus que ça, donc je pourrais pas dire c'était quel logiciel qui est utilisé ou quoi. Moi, je connais que Katia pour la conception 3D de pièces mécaniques. Pour ça, en fait, tu vas sur un site, tu leur donnes tes fichiers, et avec les fichiers, ils vont te construire la board et après ils vont te l'envoyer chez toi. Donc il y a plein de sites qui font ça. Moi, par exemple, je l'ai fait sur JLC PCB. Voilà. C'est pas de la pub, hein, c'est juste que moi je l'ai fait sur ce site-là, donc pour vous montrer, je vais le faire là. Mais il y a plein d'autres sites, hein. Je crois qu'il y a NextPCB aussi, tu peux le faire. C'est un site qui a été donné par Ultimate Making, mais il y en a plein d'autres, je pense. Hein. Donc voilà, add Gerberfile. Donc même si t'es pas anglophone, tu vois que tu reconnais un mot ici. Et du coup, bah hop, Gerber, tu y choisis le fichier zip. Hein. Si tu y choisis juste les fichiers, ça ne marchera pas. Il faut choisir le dossier zip. Ouvert. Lui, il fait son boui. Hop. Assembler le PCB. Hop. Lui, il charge. Voilà, il a chargé le dossier, donc vous voyez, c'est le même. Hein. Hop. Et puis après, et vous commandez, quoi. C'est tout. Et je crois que là, il y en a plusieurs. Parce que moi, j'en ai eu 5, je crois. Voilà, la quantité, 5.
peux en prendre que 2, mais c'était pas beaucoup plus cher, donc j'en ai pris 5, voilà, au cas où j'en pète un, ou je sais pas, enfin voilà. L'autre truc qu'on peut voir sur la board, c'est que ça ressemble pas du tout à une board classique de Speedwino. Speedwino classique, c'est un carré tout con, et puis t'as les 40 pins là qui sortent toutes seules pour après à toi de te démerder pour les connecter sur ta voiture. Et ben là on a tous ceux-là qui sont ici là, toutes ces pins là, et ben en fait elles sont là pour y foutre une prise d'origine de calculateur. Et ouais, c'est ça l'avantage de la version PASI 88, c'est que t'as pas à te faire chier à aller chercher les schémas de ta voiture pour pouvoir brancher les fils au bon endroit sur ton faisceau d'origine. Là tu y fous la prise d'origine, tu débranches ton calculateur d'origine, tu y fous ton Speedwino, et c'est fini. Enfin, presque. Après, il y a des trucs à faire, mais fabrication finie. Donc, il y a deux moyens. Soit tu en achètes un sur AliExpress ou quoi, voilà, pour moins de 30 balles, je crois, tu dois en avoir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, tu dois après créer ta boîte, quoi. Salut à toi, jeune entrepreneur. Pas ton entreprise, hein, mais la boîte du calculateur. Ou alors, tu fais la manière aussi de récup. Tu achètes un vieux calculateur d'origine. Donc là, c'est un calculateur d'Honda Civic D15Z6 EK3. Du coup, en OBD2A. Ne me demandez pas pourquoi j'ai ça là. Aucune idée. Tu le démontes et comme ça, tu récupères juste la prise et la boîte en fait. Et après, tu fous ton Speedwino dedans. Vous voyez déjà là, pour un calculateur de Honda, pour le Speedwino, il passe largement dedans, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est la deuxième méthode. Donc voilà pour la board. Maintenant, les micro-composants. Donc, on va aller dans le BOM. Je vais prendre mon cas, le M42. Donc, on est dans le BOM du M42. Première colonne, on a la quantité des composants qu'il nous faut. Chaque ligne correspond à un type de composant. La deuxième, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'emplacement. Donc, vous voyez, on a les C19, C7, ces machins, mes couilles là. Et ben du coup, voilà, tous les emplacements sont écrits. Des 19, R52, R19, tout est écrit pour les emplacements. Donc voilà, pour l'installation après, vous ne pouvez pas vous planter normalement. On a la value là, donc c'est les caractéristiques, bon on s'en fout. De toute façon j'y connais rien. Là on a pareil leur nom, mais on s'en fout, j'y connais rien. Information, ben, on s'en fout, j'y connais rien non plus. Là on a le manufactureur, vu que j'y connais rien, bah ouais, j'ai quand même essayé de trouver les composants avec ces fournisseurs là, parce que j'imagine que c'est des fournisseurs officiels, donc potentiellement de la qualité. Vu que j'y connais rien, dans le doute évidemment, j'ai pris ces marques là. Ici on a les modèles. Le modèle c'est bien parce que du coup, si on copie-colle ça juste sur Google, et ben bam, premier truc, Mouser, c'est un site de composants, bam on a notre composant. Donc voilà, c'est pour éviter de taper comme un con les caractéristiques, les machins, c'est le numéro de série quoi, c'est pour le retrouver rapidement. Et on a leur numéro de série par rapport au site. Là, par exemple, on a deux sites différents. On a DigiKey et Mouser. Du coup, c'est deux sites de composants électroniques. Hein, donc, des fois, il faut utiliser les deux parce que ça dépend. Il y en a où des fois c'est en rupture et du coup, il y en a où ils les ont dans l'autre site. Donc, bah, faut gérer le panier de manière à avoir tous les composants, quoi. Ensuite, voilà, on voit qu'il y a des composants là. Il y en a un qui est en rouge. Là, il y en a qui sont en vert. Voilà, il y a différentes options. Le rouge, premièrement, c'est si on veut mettre le barreau correction. Alors le barreau correction, le Speedwino, ça marche avec un capteur MAP. Capteur MAP, c'est capteur de pression d'air. Comme ça, le moteur, il sait la quantité d'air qu'il y a dans ton moteur, et comme ça, il sait quelle quantité d'essence il faut injecter. Et dans l'air, la densité n'est pas la même si tu es aux Pays-Bas que si tu es tout en haut du Pikes Peak. Voilà, selon l'altitude, la densité de l'air change. Et donc du coup, tu as une option pour pouvoir prendre en compte cette différence de densité d'air pour ajuster ton injection d'essence. Mais honnêtement, si tu restes en France, même si tu vas 2-3 fois au ski avec ta voiture, bon, c'est pas ça qui va tout changer, en vrai.
Moi je l'ai pas mis. Puis comme ça on achète moins de composants, c'est moins cher. Après si vraiment tous les jours tu fais des allers-retours dans la montagne et tout, ouais peut-être que c'est mieux quand même pour le moteur quoi, mais j'avoue pour moi ici là où je suis, ça me sert à rien. Quoi. Ensuite, en verre, ça c'est le plus important. Un des capteurs principaux de ton moteur, c'est le capteur vilebrequin. Il sert à savoir la position de ton vilebrequin, pour savoir si tes pistons ils sont tout en haut ou tout en bas, enfin voilà, le TDC, Top Dead Center, ou PMH, comme ça, grâce à ça, il sait quand est-ce qu'il faut injecter de l'essence, quand est-ce qu'il faut mettre l'étincelle. C'est un des capteurs principaux. Dans l'automobile, il y a deux types de capteurs d'arbre à cam et vilebrequin d'ailleurs, ça fait les deux. Tu as les capteurs Hall et tu as les capteurs dits VR. La majorité des voitures utilisent des capteurs VR. C'est le cas pour la BM, c'est le cas pour la Civic, par exemple. Si vous utilisez un capteur Hall, il faut mettre les composants VR. Si on utilise les capteurs VR, il va falloir rajouter un petit module VR conditionneur que je vais montrer juste après, mais il ne faudra pas du tout installer les composants qui sont en VR. Voilà, c'est même redit ici, R39, R40, R60, R59, il ne faut pas les mettre si on utilise le capteur VR. Le bleu, c'est pour si vous avez la clim et si vous voulez continuer de l'utiliser, surtout. Et l'orange, il n'y en a pas, donc on s'en fout. Avec ça, vous pouvez faire votre panier de composants, acheter tous les composants qu'il faut, et on a ça. C'est déjà bien. Donc à partir de là, vous pouvez déjà commencer à fabriquer. Hein. Mettre la prise, hop, on soude par derrière. Bon, ça, je ne vais pas vous faire des cours de soudure. Hein. J'ai appris sur le tas aussi, hein, de toute façon. Donc, voilà, hein. Je vous conseille un site quand même, pour les plus anglophones. Il y a un site, Speeduino Manual. C'est un site qui documente l'utilisation du Speeduino à peu près, en règle générale. Et truc où il ne faut pas se faire avoir, notamment voilà, sur l'assemblage. Donc voilà, c'est écrit ici que du coup, toutes les résistances déjà, c'est pas polarisé, donc on peut les mettre dans tous les sens. Par contre, les LED c'est polarisé. Il y a un côté plus long que l'autre, il me semble. Et du coup, sur la board, voilà, il y a un côté plus. Sur la board, on voit qu'il y a un petit plus. À vérifier, mais je crois que c'est la patte la plus longue qui va dans le plus. Et c'est écrit là. C'est écrit là, par exemple, là c'est pas, je sais pas ce que c'est, ça ce composant, mais voilà, C14, C16. Et vous voyez que par rapport au schéma là de l'angle droit, ça va du côté où il y a le plus. Ensuite, tant que vous avez votre fer à souder dans les pattes là, il y a un autre truc à regarder, c'est les jumpers. Alors les jumpers, en fait, ça va être des petites connexions qu'il va falloir faire sur la board selon le code moteur. Tout est écrit derrière. C'est réécrit dans les fichiers, là, dans le dossier que vous avez téléchargé. Si on regarde pour les séries M40, vous voyez qu'il faut connecter le jumper 3, par exemple. Donc on va chercher le jumper 3. Et là, jumper 3. Donc JP3, jumper configuration. Voilà. Tout est écrit là, jumper configuration. Je crois que c'est le même que celui-là. Hop. De toute façon, c'est écrit. C'est écrit derrière. C'est écrit sur la board. Voilà. Jumper. C'est la case qu'elle a. Jumper configuration. Donc vous voyez sur la case M40 quelque chose, il y a marqué jumper 3. Par exemple, il faut connecter le jumper 3. Donc on cherche le jumper 3. Là. JP3. Et on voit qu'il y a deux petits tétons en ferraille là. Et ben du coup, il faut les connecter entre eux, les deux. Là, ils mettent un petit bout d'étain là et les connecter entre eux. Et il faut faire ça avec tous les autres jumpers, du coup, qui sont écrits là. Et il y a marqué aussi, par exemple, après on a le JP31, il faut le connecter entre le 2 et le 3. Et donc si on prend le JP31, on a dit entre JP31 entre le 2 et le 3. Et bien du coup on va connecter JP31 et on va connecter la case 3 et la case 2 ensemble. Et le 1 on va le laisser de côté. Voilà, donc il faut faire ça avec tous les autres qu'il y a ici. Donc c'est pour ça, si après tu veux le réutiliser pour un M50, il va falloir aussi changer les jumpers. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut installer d'autre sur le Speeduino? J'ai parlé du VR conditionneur. Pour les capteurs VR, il faut rajouter un petit module pour que le Speeduino il comprenne que c'est des capteurs VR. Le petit module, on le trouve sur deux sites, chez un anglais, DIY FI. Et il vend aussi plein d'autres trucs sur les Speeduino, si vous voulez regarder, il y a plein de trucs. Le VR conditionneur. Et il y a des petites pattes
avec. Et en gros, faut y foutre les 4 pattes là au milieu, là dans ce carré là, faut y mettre les 4 pattes de chaque côté. Et faut l'installer ici. VR conditionneur. Voilà. VR conditionneur. Du coup, les 4 pattes, faut les mettre là et là. Il y a le dessin et tout, donc vous pouvez pas le mettre à l'envers. Hein. C'est écrit. T'as les plus et moins. Enfin, voilà. Donc, faut rajouter ce petit truc là. Donc, on le trouve soit chez DIY FI là, l'anglais. On le trouve chez l'américain aussi là. Comment ça s'appelle? WTM Tronic. Voilà. Vous voyez sur celui-là par exemple, on a une seule patte qui a un carré. On voit aussi sur le Speeduino qu'il y a une seule patte qui a un seul carré. Donc du coup vous voyez que voilà, vous pouvez pas vous planter quoi. C'est la patte carrée qui va dans la patte carrée. Donc après voilà. Ensuite, pour que tous les composants fonctionnent en même temps là, il va falloir un truc là pour les coder, pour tout ça, pour savoir comment ça fonctionne là-dedans, pour tout gérer et pour faire aussi l'interface avec le PC. Hein. C'est là-dessus que repose en fait le Speeduino, c'est sur une carte Arduino. Il faut acheter aussi une carte Arduino, donc celle-là qu'on ne trouve pas dans le BOM, hein, donc il faut acheter sur un autre site. Une carte Arduino Mega. La plus classique c'est la R3 2560, hein. Et comme vous voyez là, il y a plein de sites, il y a du Amazon, il y a du AliExpress, etc. J'avais dû l'acheter sur Amazon parce que ça devait arriver dans pas longtemps. Et en gros là-dessus on va avoir, bon, je ne peux pas vous la montrer là, elle est déjà dans le calculateur de la BM, hein. On va avoir la prise pour brancher au PC. Voilà par exemple. Et vous voyez qu'il y a plein de pins là. Il y a plein de pins tout autour, des pins femelles, tout autour de la carte. Et ben en fait, dans le BOM, par contre, il y a les pins mâles, et ils vont se mettre tout là. Ils vont se mettre tous ici, comme ça. Et en gros, la carte, elle va venir par le dessus là, comme ça. Hop là. Voilà. Voilà. Alors, je vous conseille d'acheter un... Bon, ça dépend où est-ce qu'il est positionné, votre calculateur, mais je vous conseille d'acheter un fil USB plus grand. C'est souvent très court, celui qu'on achète dans les cartes. Voilà. Et maintenant, le dernier truc sur la board, c'est ici, on le voit sur le schéma de la board, on voit qu'il y a un connecteur ici. C'est dans le BOM, hein, il y sera, donc vous pourrez l'installer. Et on voit dessus, sur ce connecteur là, qu'il y a un plus 12 volts, un ground, un plus 5 volts, un lunch, un flex, un boost, un O2 et même un fan. Et en gros ça va être des connexions extérieures pour différentes options. Si tu cherches à avoir un plus 12 volts pour brancher un autre truc, bah tu peux te repiquer là-dessus. C'est une sortie 12 volts. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup on a le lunch. Mais qu'est-ce que c'est le lunch? Le lunch, c'est le lunch control. On a le flex, si vous voulez mettre un capteur flex fuel. Alors je l'ai jamais fait, donc je sais pas du tout comment ça marche, honnêtement. Voilà. Moi j'ai mis direct éthanol. Voilà, éthanol. Je n'ai pas mis de flex fuel, c'est la voiture tourne à l'éthanol, pur et dur. On a aussi fan. Fan, c'est le ventilateur. Donc si vous voulez, par exemple dans la BM, il n'y a pas de capteur de ventilateur de base, vu que c'est un ventilateur mécanique qui est pris sur la pompe à eau là, devant. Du coup, si vous voulez rajouter un ventilateur électrique, un SPAL, une connerie, bah du coup, il faut le repiquer sur ce fil-là. On a une sortie boost aussi, une sortie qui donne juste la valeur de la pression, de turbo. Et le plus important, c'est la sortie O2. Et la sortie O2, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, c'est la sonde lambda. Si vous achetez une sonde lambda, un kit sonde lambda classique, donc par exemple AEM ou Prosport par exemple, vous avez le mano dans le kit, voilà, et vous avez plein d'autres trucs. La sonde lambda, évidemment, vous avez le mano, vous avez tous les câblages et vous avez un microcontrôleur qui doit être celui-là. Et j'avais déjà mis le schéma, et je vais le remettre. Et en gros, il y a une entrée de la sonde lambda pure et dure, il y a une entrée, enfin une sortie plutôt du contrôleur qui va au manomètre, il y a une sortie qui va sur un 12 volts, un ground et tout, hein, pour l'alimenter, donc une entrée plutôt. Et il y a une quatrième sortie où tu as la narrowband et la wideband. Et en gros, la sortie wideband, c'est celle qui nous intéresse, c'est la valeur de l'AFR. Et du coup, il faut prendre ce fil-là, wideband, et le connecter à l'O2. Et là, dans le calculateur, on aura du coup la valeur de l'AFR.
Chez AEM et tout, c'est pareil, il y a un contrôleur normalement et il y a un fil avec une sortie wideband normalement. Parce que du coup, dans les kits de Speeduino, il y a des micro modules d'O2, etc. Là, il est là, wideband, connecteur et tout. Mais du coup, on n'en a pas besoin. Si on achète un kit normal de son lambda, on a le microcontrôleur qui est déjà intégré. Et donc, il nous suffit juste de repiquer le signal wideband à l'O2 ici. Donc, ouais, à l'époque, je crois que je l'avais payé 150 balles, je crois. Mais bon, depuis, tout a augmenté. Hein. Mais ouais, c'est celle que j'avais trouvé le moins cher, le kit wideband. Pour l'instant, elle marche toujours. Bon, voilà. AEM, c'est très bien, hein, c'est de la très bonne qualité, hein, c'est juste plus cher, quoi. Donc voilà pour la fabrication, en gros, du Speeduino. Hein. Je crois que c'est tout. Hein. Ah si, un petit, tiens, j'y pense, une petite merde qui m'était arrivée, moi. La majorité des composants, ça passe à travers. Voilà. Sauf, évidemment, ces deux petits trucs-là, là, U6 et U7. Et moi, pour le U7, par exemple, je crois que c'était le U7 ou l'U6, je sais plus, j'avais pété un des petits patins, là. Je crois que c'était celui-là, tout en bas à droite. Et du coup, j'ai été obligé d'aller voir un gars qui sait travailler professionnellement sur des microcontrôleurs, des microcomposants, et lui dire, bah merde, j'ai pété ce petit truc-là, est-ce que tu peux me le réparer? Et bon, le gars trop sympa, près de Nevers, très cool. Et en gros, il m'a dit que ouais, mais c'est normal en fait qu'il se soit barré parce que du coup, celui-là, il est connecté à rien. Donc voilà, si jamais ça vous arrive, là, celui qui est tout en bas à droite, s'il se barre, a priori, c'est pas grave parce que du coup, il est connecté à rien. Bon. Mais dans le doute, si vous pétez un truc, allez voir un professionnel quand même, hein, évidemment. Bon, maintenant que, imaginons que là, du coup, vous avez tout fabriqué, vous avez tout installé, les composants que j'ai donnés, c'est pas fini. Vous pouvez pas juste brancher et mettre à Tuner Studio et ça va marcher. Non. Il faut injecter du code dans la carte Arduino pour qu'elle puisse fonctionner. Parce que s'il n'y a pas de code, du coup, elle ne sait pas quoi faire en fait. On ne lui dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Pour ça, il y a le tuto. Il y a le tuto, c'est voilà, installer le firmware. Alors, sur un Speeduino classique, il y a le Speedy Loader. C'est un petit logiciel, tu le télécharges, tu cliques sur la dernière version et tu le lances en ayant branché du coup la carte à ton PC évidemment. Et normalement ça va compiler tout seul. Voilà, pas de souci. Mais moi quand j'ai essayé de le faire sur celui-là, ça marchait pas le Speedy Loader. Je sais pas pourquoi. Alors, je n'ai pas d'explication. Ça se trouve, vous pourrez essayer avec votre calculateur BM là, et ça va marcher, hein, peut-être. Mais moi du coup je l'ai fait manuellement. Et pour ça, on a tout un tuto ici, donc sur le site que j'ai donné tout à l'heure, Speeduino Manual. On a, voilà, faut télécharger le petit logiciel de Arduino. Alors vous faites pas avoir, hein, c'est un logiciel gratuit. Hein. Je crois qu'il y a un truc pour le payer et tout, mais ça sert à rien. Juste pour compiler, t'as pas besoin. T'as pas besoin de payer. Faut télécharger les firmware aussi, il faut les avoir dans ton PC. Et ils sont dans... Ah tiens, on a une belle photo là, du Speeduino. Où je vous disais, vous voyez, là on voit la carte Arduino. Là, on voit le VR, conditionneur, en rouge. Et on voit ici la prise d'origine. Voilà, à quoi c'est censé ressembler. Je peux pas vous montrer le mien, il est déjà dans la BM en fait. Bon, il faut télécharger des firmware. Il y en a ici, sur ce lien-là. Voilà, ouais, c'est ici. Et du coup, là, voilà, on a Asset, source code, téléchargé. Et voilà, et là on a Compiling the Firmware. Donc si vous êtes anglophone, vous lisez ce qu'il y a, hein, tout simplement. Ça se fait simplement, hein, c'est pas compliqué. Hein. C'est juste, faut bien suivre la procédure, quoi. Mais c'est pas compliqué en soi. Et sinon, vous pouvez, ici, il y a le lien de la vidéo YouTube pour compiler le firmware. Donc vous pouvez juste voilà, suivre la vidéo du tuto pour compiler le firmware. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez maintenant installer le calculateur Speeduino dans votre BM, plug and play, et démarrer Tuner Studio. On passe maintenant sur la voiture.
Maintenant que j'ai montré où est-ce qu'on obtenait toutes les pièces et comment on le fabrique, bah maintenant on va voir comment le mettre dans la voiture. Donc l'emplacement d'origine du calculo, il est derrière la batterie. Ouais. Donc on va tout démonter et on va voir ça. Donc déjà on peut voir, il y a des fils et des trucs en plus sur le calculateur Speeduino. Du coup il faut faire un trou pour laisser passer certains fils. Voilà le Speeduino. Donc comme je le disais, hein, le but de ce Speeduino là, c'est que du coup on a réutilisé la prise d'origine. Le Speeduino il est littéralement branché au faisceau d'origine. Je vous avais dit que j'avais choisi l'option de acheter une prise et du coup faire la boîte moi-même. Je me retrouve donc avec ça. Et évidemment, à pas oublier, hein, faire un trou pour la durite de dépression qui va du coup au capteur de pression. C'est ça qui va donner l'information au calculateur de toute la quantité d'air qu'il y a dans le moteur. Le câble en bleu pour le brancher à l'ordinateur. Et là on a ici la prise extérieure que je parlais, où du coup on a les différentes options dessus. Voilà, moi j'ai rallongé déjà tout de suite les fils. Et là par exemple, là, on a le fil de la sonde lambda du coup, qui est branché à la sonde lambda wideband du coup, ce que je disais. Et on a aussi ici ce petit fil vert là de brancher, fera sûrement l'objet d'une vidéo, d'une prochaine vidéo. Le reste, voilà, je les ai mis comme ça avec des petites cosses comme ça, si jamais un jour j'en ai besoin, c'est là. Les fils, être sûr que ça tire pas trop dessus, hein, que ça n'aille pas défoncer les prises, mais normalement ça devrait aller. Et surtout lui, qu'il ne soit pas comme ça. Voilà. Parce que sinon on n'a pas la bonne information d'air. Donc vraiment faire attention qu'il passe à un endroit assez avec des belles courbes. Et donc on peut le remettre dans l'emplacement d'origine. Je remets tout, je rebranche la batterie et on se retrouve sur l'ordi. Voilà. On prend l'ordi, on prend le câble. Le câble d'origine de l'Arduino, il est pas assez long. On a pris une rallonge USB, tout simplement. Pourquoi il fait pas... Voilà, je préfère. Donc, je le précise évidemment, Speeduino, ça marche avec Tuner Studio. Mais tous les calculateurs ne fonctionnent pas avec Tuner Studio et inversement. Tout Tuner Studio ne fonctionne pas. Non, c'est pas ça. Bref, à chaque calculateur, son logiciel. Je reprends le truc à 0. Donc là, je vais pas mettre ma map tout de suite. Moi, ma map, elle est sauvegardée quelque part. Mais on va faire autre chose. Là, on va créer un nouveau projet, du coup. Donc comme si c'était la première fois. Donc on va mettre premier démarrage, test, vidéo. Voilà. Comme ça, je sais que c'est celui-là. Project Directory, bah, c'est pour savoir où le mettre. Et là, du coup, firmware
Detect. Et normalement, il va scanner le firmware qui a été installé. Et on voit que moi, j'ai installé le firmware alors 20.22.02. Voilà, je savais plus que j'avais installé ce firmware là, mais soit. Ok. Et ben très bien. Next. Alors là on choisit les unités. Donc lambda, si tu préfères voir en lambda, donc 0, quelque chose jusqu'à 1. Ou alors en AFR, donc 14,7, voilà, c'est toi qui choisis. Température, bah, on est en Europe, donc on met Celsius. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Arduino, bah là on met celui qu'on utilise, donc une Mega 2560. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Next. Ok, donc là encore il va détecter. Voilà, et là il met successful, c'est-à-dire qu'il a trouvé l'interface, quoi. Donc ça marche. Et en fait moi au tout début, j'avais pas compris l'histoire du firmware, et du coup ça plantait toujours ici, parce que j'avais pas installé de firmware en fait. Au tout début j'ai galéré avec ça. J'avais pas compris en fait cette partie de firmware, tout ça. Mais si tu installes correctement ton firmware avant, normalement ça fait ça. Voilà. Et du coup on peut faire next. Voilà, là on peut choisir le truc qu'on a. Donc on va prendre on peut choisir le setup des jauges, mais voilà, on va prendre celui-là, on s'en fiche. Le truc par défaut. Et donc là, voilà, là on est connecté. Là on est connecté. Si tout se voit comme ça, c'est qu'on est connecté. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai déjà une map. Ah, en fait je crois que là la map, elle est de base. Donc c'est-à-dire quand je vais dans les paramètres là de moteur, j'ai rien. Ah si, là j'ai ça aussi. Bon, normalement il n'y a pas de map. Normalement vous ouvrez ça, vous n'avez pas mis de map, il n'y a pas de map. Vu que vous n'en avez pas créé, vous n'avez rien fait. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher dans le dossier gestion prog, voilà, on va retrouver le dossier qu'on a vu tout à l'heure, donc le dossier Speeduino M machin là, de PASI 88 qu'on a téléchargé sur GitHub. Et là, on va retourner dans la section M40. Et là, on a un dossier BaseTunes. Et dedans, on a, selon le firmware, ça c'est la version du firmware. C'est toutes les... Voilà. Donc on va prendre celui qui est installé. Moi j'ai un 20.22.02. Voilà. Et alors le problème pour les M42, c'est que dans ces dossiers-là, j'ai pas trouvé de base map M42. Voilà, j'ai trouvé que M43. Et il s'avère que il y a quelques trucs qui correspondent avec le M43. Du coup, pour un premier démarrage, on peut utiliser la map M43 de base. Donc voilà, on l'a ici, M43. Moi je l'ai renommé avec le nom du firmware, mais M43 elle est là. On retourne sur le Tuner Studio et on va voir, on fait File, on va faire Load Tune et on va aller chercher le tune. Donc on va aller dans Documents, on va retrouver le fichier. M43. Ouvrir. Et là, donc là, il nous demande si on veut bien ouvrir cette map-là. On dit oui. Voilà. Et donc là, on a chargé notre map M43 déjà. Voilà, au moins on a la map. Mais il reste encore des trucs à modifier. Déjà, le premier truc à faire, c'est dans les outils, c'est la calibration des capteurs. Donc on a le TPS. Le TPS, c'est le Throttle Position Sensor, donc c'est le capteur papillon. Et bah c'est tout con, on lâche l'accélérateur, on le laisse
On le laisse à 0, voilà, j'accélère pas. On met Get Current sur le premier, donc c'est la position fermée. Et là, on appuie à fond. On appuie à fond sur la pédale et on met Get Current sur le deuxième, le Full Throttle. C'est-à-dire, en fait, il capte les deux positions. Et une fois qu'il a capté la position basse et la position haute, bah du coup, après, lui, il sait quand on met un peu au milieu, quoi. Voilà. Donc là, voilà. Alors, calibrer le capteur de pression. Donc, c'est le truc qu'on a relié avec la petite durite rouge. Et ben tout simplement, on va chercher le bon capteur qui est ici, dans toute la liste. Voilà. Donc là, celui-là. Enfin non, celui-là, il est où? Celui-là. MPX 4250A. Et la référence est écrite dans le baume, si jamais vous avez un doute. Voilà. À chaque fois que vous faites des modifs, il faut burn. Burn, c'est le bouton où en fait vous pouvez faire tous les changements possibles sur Tuner Studio. Ça va être sauvegardé sur le fichier de Tuner Studio, mais tant que vous appuyez pas sur Burn, toutes les modifications ne seront pas envoyées au calculateur. Donc il faut faire Burn pour que toutes les informations soient envoyées au calculateur. Dans la calibration, on a aussi les températures. Alors honnêtement, notamment le liquide de refroidissement, je pense qu'il a déjà été bien calibré avec la map M43, si je dis pas de bêtises. Mais parce que j'ai aucun souvenir d'avoir touché à cette map là. Et par contre, la température d'air, moi, elle marche pas du tout. Elle reste à 21 degrés, elle bouge pas, mais on s'en fout, on n'en a pas besoin. Et là, on voit 12 degrés. 12 degrés pour le refroidissement, le liquide de refroidissement. Donc, ouais, oui, c'est correct. 12 degrés, c'est cohérent. Et là, on arrive sur l'AFR. Calibrer l'AFR. Et ça, c'est super important aussi. On a déjà plein de contrôleurs d'AFR qui sont enregistrés. Vous voyez, là, on a la AEM. On a même différentes AEM. On a l'Autometer, on a la Ballinger AFR 500. On a du Daytona TwinTech. Et on a aussi le contrôleur DIY FI. C'est le contrôleur vendu par l'anglais là. Si jamais vous achetez que la sonde lambda et que vous branchez juste la sonde lambda directement au mini contrôleur implémenté dans le Speeduino. Mais nous on n'a pas ça, vu qu'on a le contrôleur du Mano Pro Sport. Et en regardant DinoJet, voilà, Fast, FGO, Fulltech, bon, Fulltech, Innovate, Lambda Boy, NGK, OGD, bon, il n'y a pas Pro Sport. Comment qu'on fait dans ce cas-là? Parce que comment qu'on fait? Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va rien mettre ici. Si, c'est où? Custom, voilà, c'est celui-là. Il faut aller dans Custom. Custom Linear Wideband. C'est-à-dire qu'avec 2 points, on va créer une courbe linéaire qui va correspondre au voltage de la sonde lambda. Et où est-ce qu'on trouve ces valeurs-là? Et ben on les a sur la notice que quand vous achetez le contrôleur lambda, vous avez la notice et il y a une page à un moment donné avec les voltages et la correspondance en AFR. Donc vous prenez le tout premier chiffre de voltage minimum avec l'AFR minimum correspondante et vous prenez le tout dernier, le dernier voltage le plus haut avec l'AFR la plus haute. Et lui, il va interpoler entre les 2 points et il va faire la ligne. Il va faire une courbe linéaire. Et comme ça, il n'y a pas besoin de rentrer chaque ligne du tableau un à un, quoi. Et ensuite, on peut faire écrire au contrôleur. Et on peut fermer. Et vous l'avez fait? Je l'ai enlevé? Ah oui, non, je l'avais mis là, moi. R fuel ratio. Elle est là. Voilà. Donc là, nous, on a 0 pour l'instant. Forcément, il n'y a rien qui est branché. Mais si on met le contact, voilà. Ça y est, elle bouge.
Donc, on a calibré nos trucs. Ensuite, on va pouvoir aller au fichier en lui-même. Et donc, premièrement, Settings et Engine Constante. Là, ça va être les paramètres globaux du moteur et des injecteurs pour que lui il puisse calculer après les injections, justement, comment enrichir, etc. Et donc le plus important, c'est le Required Fuel. Donc là, il faut bien le faire selon son moteur et selon ses injecteurs. Donc, premier truc, on a Engine Displacement. C'est l'incylindrée du moteur. Donc attention aux unités. Ici, on est en cc, donc centimètres cubes, et on est en cc par minute, donc centimètres cubes par minute, pour après le débit des injecteurs. Mais du coup, le premier, la cylindrée en cc, nous c'est un 1,8 litre, donc en cc, ça fait 1800. Nombre de cylindres, bon voilà, ça ne devrait pas être très compliqué, 4. Ensuite, injecteur flow, c'est le débit des injecteurs. Donc ce qu'on a acheté là, les Laurent Motors, les verts, c'est donné à 440 cc. Donc on met 440 cc par minute. Et ensuite, air fuel ratio. Que vous soyez à l'éthanol, au samplon, à n'importe quel carburant, je ne sais pas quoi, à n'importe quoi, c'est 14,7. Il n'y a pas. C'est 14,7. Il n'y a pas les. Oui, mais t'es à l'éthanol, c'est 9. Non, non, non. C'est 7. C'est 14,7. Ta sonde lambda, c'est pas un flex fuel. Elle capte pas si t'es à l'essence, si t'es à l'éthanol, si t'es au diesel, si t'es à quoi que ce soit. Elle, la FR, son, elle est captée sur 14,7. C'est 14,7. Voilà. C'est 14,7. Ensuite, là, on a quelques petits paramètres. Alors, je vous avoue qu'il y a des trucs que j'ai pas touché et que je ne sais même pas à quoi ils servent. Donc, il y en a, j'y ai pas touché. Premier, c'est le contrôle. Le contrôle de l'injection, etc. On va le faire par le map. Le map, c'est Manifold Absolute Pressure. Donc, c'est la pression. C'est la durite rouge. C'est notre capteur de pression dans le Speedwino. Donc nous, on va tout calculer, notre enrichissement, à partir de l'air. Tu vois, parce que si tu es en atmo, par exemple, ou avec un compresseur, un truc comme ça, mais non, même pas. Tu peux faire ton contrôle d'enrichissement juste avec la position de ta pédale, si tu veux. Mais non, nous on fonctionne avec le map. C'est pour ça qu'on a installé toute une durite, machin, tout ça. Voilà. Squirt, donc le nombre de jets des injecteurs par cycle, c'était de base, donc j'ai laissé 2. Injecteur staging, c'était en alternant, j'ai laissé en alternance. Engine 4-stroke ou 2-stroke, c'est 4 temps ou 2 temps. Donc là, on est clairement sur un 4 temps. Voilà, donc 4-stroke. Nombre de cylindres, 4. Ça, c'est où est-ce qu'ils sont placés les injecteurs. Est-ce qu'ils sont aux portes? Ils sont portes sur le manifold. Est-ce qu'ils sont sur le collecteur, donc porte, ou est-ce qu'ils sont au papillon? Et donc nous, on a 4 injecteurs, et ils sont individuels pour chaque cylindre. Donc, on est en porte. Nombre d'injecteurs, 4. Engine type, even fire. C'était déjà comme ça, on n'y touche pas. Rapport stoichiométrique, on a dit 14,7. Injecteur layout, c'était en paire, alors je laisse en paire. La board layout, c'est la forme de ta planche de Speedwino. Vous voyez, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. On a les Speedwino classiques là, V02, V03, V04. On a ceux aussi de MX5 qui sont vendus sur les shops là de Speedwino. Voilà, on a le NO2C aussi, on a le UA4C, on a même du DIY FI.
Et on a justement ici le BMW PNP. Map Sample Method, ça j'ai laissé comme ça, j'ai pas touché. Et ça non plus, j'ai pas touché. Donc voilà. Donc en fait, le plus important, c'est vraiment surtout ce truc-là, quoi. Vraiment faire, c'est donner au calculateur l'information qu'on a un 1 litre 8, et on a 4 injecteurs qui soufflent, enfin qui débitent à 440 cc, et on veut un ratio de 14,7. Après avoir fait le engine constante, je sais qu'il y a ça aussi qui est important, le injecteur caractéristique. Mais j'avoue que je n'y ai pas du tout touché parce que moi, quand j'ai reçu les injecteurs, j'avais pas de papier, j'avais rien avec. Donc, et j'ai pas compris cette partie-là. Du coup, je l'ai zappé. Et j'ai mis des valeurs qu'il y a dans le manuel de Speedwino. Un truc qui est super important pour que votre moteur démarre, c'est le trigger settings. Trigger settings, c'est le capteur Villebrequin. C'est le capteur principal du Speedwino. C'est celui qui va savoir à combien tourne le moteur. Et c'est lui qui va pouvoir décider quand est-ce qu'on va donner de l'allumage, etc. Moi, du coup, j'ai pris les bases du M43. Alors, sachant que du coup, j'ai vérifié avec la poulie de Villebrequin. C'est bien une poulie avec 60 dents moins 2. Donc en fait, on a la poulie avec toutes les dents, et il y a un emplacement où il manque des dents. Pour que du coup le capteur Arbracam, le capteur Villebrequin, il comprenne que c'est tant de degrés avant le PMH. Et du coup, c'est un système dents manquantes, donc missing tooth. En tout, il y a 60 dents sur le truc, mais moins 2. Il en manque 2. Et ici, comme indiqué, on utilise du coup le crank speed comme capteur principal au lieu de celui de l'Arbracam. Et crank, c'est Villebrequin du coup. Voilà, pareil, le trigger angle, je l'ai pris celui du M43. Et les autres trucs, j'y ai pas touché. En fait, tout ça, ça vient de la map du M43, donc j'y ai pas touché. Et après, les autres trucs, bah là, on a le barométrique correction. Si jamais vous avez mis je crois que c'est le U5, c'est le composant U5. C'est justement le compensateur barométrique, là, pour la densité d'air. Mais moi, je l'ai pas, je m'en fous. Donc voilà, les trucs les plus importants, c'était donner l'information au calculateur du 1 litre 8 et des injecteurs, et du capteur Villebrequin. Comment il est foutu. Voilà. Donc là, théoriquement, on peut démarrer. Du coup, il y a un autre truc qu'on va faire, c'est le paramètre startup et idle. Donc startup, démarrage, et idle, c'est le ralenti. Et il y a plusieurs options là-dedans. Le premier, c'est cranking. Donc là-dedans, c'est des paramètres que j'ai pris, des paramètres de base du M43 mélangés à des paramètres qui sont donnés dans le manuel du Speedwino. Il y a peut-être des trucs à modifier selon les moteurs, mais je pense pas, hein. Je pense que c'est des paramètres assez globaux, ces trucs-là. Mais il faut s'assurer qu'ils soient corrects, quoi, les paramètres. Ensuite, on a le priming pulse wide. Waouh. Et là c'est le bordel. Le priming, ça veut dire ça va être de l'essence qui va être pré-injectée pour aider au démarrage. Donc c'est très utile pour l'éthanol. Mais là déjà, là on voit qu'il y a un petit souci sur la courbe. Voilà. Donc on va tout mettre à 0 pour le moment, hein. Pour l'instant, on va pas mettre de priming. Voilà. Ensuite, on a le warm-up enrichissement. Donc ça, pour le moment, on peut le laisser tel quel. Ça va enrichir selon la température. Vous voyez selon la courbe là, plus on est froid, plus ça va enrichir. Voilà. Et dès qu'on va avoir atteint une température correcte, donc autour des 67 degrés, et ben là, il n'y aura plus d'enrichissement, quoi. On est à 100%. After start enrichissement, moi j'y ai pas touché à celle-là, donc je sais plus si c'est des paramètres qui sortent du M43 ou pas, mais ça j'ai pas touché.
Ah, et d'ailleurs, je suis en train de me dire, c'est peut-être ça. C'est peut-être à cause de ce paramètre-là que des fois, quand on démarre, elle démarre et qu'après, elle cale direct. Bref, je regarderai ça plus tard. Et ensuite, on a le idle control, donc le contrôle du ralenti. Alors, ça dépend déjà de votre setup, forcément. Est-ce que vous avez gardé le module de ralenti d'origine ou pas? Euh, Premièrement, sinon vous ne l'avez pas et que vous réglez le ralenti avec le papillon, et ben vous mettez non, tout simplement. Si vous avez un truc on-off, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il doit bien y avoir des moteurs qui utilisent un truc comme ça, ou c'est juste un truc avec une valve qui s'ouvre ou qui se ferme, bah ça doit être ça, on-off. Voilà. Et ça fait un peu comme un starter en fait, on-off. Ouais. Ouais, je sais pas. Et après le reste, c'est stepper. Donc stepper, c'est un moteur pas à pas, en fait. Donc faut le savoir, hein, si votre moteur a un module de ralenti au moteur pas à pas, faut le savoir. Faut faire des recherches, faut le savoir. Moi je sais que les trucs de BM, je sais que c'est un moteur de ralenti variable, quoi, avec une ouverture de valve. Il y a deux fils dessus, justement. C'est comme ça qu'on sait ça, d'ailleurs. Donc, il y a deux paramètres pour ça. Il y a l'open loop et il y a le close loop. Alors, le close loop, c'est bien parce qu'après, on va le voir, on va pouvoir directement implémenter le paramètre. Bah, tiens, à tel degré, je veux 800 tours minute. Voilà. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut rentrer tous ces paramètres ici. Et bah, si tu les connais pas, soit tu vas chercher pendant 10 000 ans en mettant des valeurs au hasard, et un jour peut-être ça va fonctionner, soit bah, tu les sais pas et ça fonctionnera jamais en fait. Donc c'est très chiant à paramétrer. Moi j'ai la flemme, j'ai pas fait ça. Donc j'ai fait au plus simple, l'open loop. Open loop, c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc voilà, je le fais en open loop. C'est pour définir la fluidité du changement du ralenti. Mais moi, je crois que je l'avais mis plus bas que ça. Je sais plus à combien je l'avais mis sur ma map. Mais voilà, on va mettre 4 secondes pour le début. Number of output, c'est 1 ou 2. Et ben je crois que ça, c'est si vous avez 2 fils, il faut mettre 1. Et si vous avez 3 fils au cul de votre module, il faut mettre 2. Je crois que c'est ça. Ensuite, la fréquence de fonctionnement de la valve. Bah alors là, faut le savoir. Donc moi, j'en ai aucune idée. Donc je laisse à 150. Voilà. La direction de la valve, donc là le moteur il est mis dans le bon sens, donc il est dans le sens normal. Et run before start, c'est est-ce qu'on l'ouvre avant de démarrer. Et du coup pour régler l'open loop, on a deux paramètres. On a le duty cycle et on a le cranking duty cycle. Alors cranking, ça veut dire quand on est sur la phase de démarrage, tu sais, où il y a le starter, où ça fait tout, avant que ça démarre. Et là, moi, je les ai complètement modifiés, ces paramètres-là, d'ailleurs, par rapport à ceux du M43. La courbe est faite comme ça. Et ben, moi, j'ai fait en sorte que la courbe elle fasse comme ça. En fait, ça, le cranking duty, celui-là, ça va être l'ouverture de la valve, donc la fréquence d'ouverture de la valve du moteur de ralenti, pour donner le coup de démarrage. Mais juste le coup de démarrage. Vous savez, le cold start et tout, là. Quand la voiture, elle fait vroom, et après, elle revient au ralenti. Bah, c'est vraiment ce coup-là, ce coup de démarrage, c'est le cranking duty. Donc, plus vous allez l'ouvrir, plus le moteur va faire un coup de démarrage haut dans les tours. Donc, après, il faut essayer. Hein. Faut essayer. Mais, enfin, je comprends pas pourquoi cette courbe d'origine, elle est dans ce sens-là. Parce que moi, dans le principe, quand la voiture elle est froide, tu vas vouloir mettre un coup de démarrage un tout petit peu plus haut pour être sûr qu'elle puisse démarrer. Et une fois qu'elle est chaude, bah, tu n'as pas besoin de mettre un gros coup de démarrage. Vu qu'elle est déjà chaude, elle va normalement démarrer tranquillement. Donc, pour moi, la courbe devrait faire ça. Et moi, dans ma map, là, elle fait ça. Et après, les chiffres,
faut essayer en fait. Ça dépend de votre moteur, faut essayer. Donc il me semble que moi j'ai peut-être du 60 pour quand elle est froide. Merde, j'ai mis 6. Et après je dois descendre peut-être à 50 et 40 quand elle est chaude. Un truc comme ça. De toute façon, faut essayer, hein. Faut essayer. Donc pour l'instant on met ces paramètres là, on verra bien. Mais voilà, on met une valeur haute, froid, comme ça on est sûr qu'il y a le coup de démarrage et on est sûr qu'au moins on ait déjà de l'air dans le moteur. Et ensuite le deuxième, donc le duty cycle tout simple, voilà, là je comprends mieux la courbe. Bah non, même pas en plus, ça devrait faire ça aussi. C'est justement là le ralenti pur et dur. Ça va être la fréquence d'ouverture de la valve pour le ralenti pur et dur, une fois que la voiture elle est démarrée et tout. Donc pareil, quand tu es à froid, normalement tu as un ralenti qui est beaucoup plus haut que quand tu es chaud. Donc normalement la courbe elle devrait faire ça. Bon, voilà, je comprends pas trop ces paramètres-là, peut-être que c'est parce que c'est le M43 ou peut-être parce que ça a été mal paramétré, mais pour moi, ça se trouve c'est une vraie connerie ce que je dis, mais pour moi c'est plus logique dans ce sens-là. Tu as un ralenti plus haut à froid, et tu as un ralenti plus stable, plus bas, 900-800 tours minute quand tu es à chaud, quoi. Et vu que du coup, ça, c'est la fréquence d'ouverture de la valve, bah, plus tu mets un chiffre haut, et plus ton ralenti va être haut. Donc, le but, c'est, au départ, tu mets genre 50, et tu verras bien, ton ralenti, il se stabilise à combien, tu vois. Voilà. Bon, du coup, il manque l'allumage. Et l'allumage, c'est pareil. Moi, j'ai laissé les paramètres de M43. Parce que normalement, le M43, il fonctionne avec des bobines indépendantes aussi, comme le M42. Donc, voilà. Donc, toujours pareil. La source, on prend le capteur map plutôt que le capteur de pédale. Et ensuite, ça va être le mode de l'allumage. Wasted Spark, ouais, c'est pas ça. Wasted Spark, c'est un truc où ça allume 2 bougies à chaque fois en séquentiel. Donc non, c'est pas ce qu'on a là, vu qu'on a des bobines indépendantes. Le single channel, c'est quand tu as un distributeur. Du coup, tu n'envoies qu'un seul signal. Et après, c'est le distributeur qui va distribuer le signal lui-même. Séquentiel, c'est si tu fais du séquentiel. Et rotary, c'est si tu as un moteur rotary, quoi. L'avance, c'était 12. Moi, j'ai laissé 12. En fait, tous ces paramètres-là, pareil, ça vient de la M43 et pour le coup, j'y ai pas touché. Donc normalement, là, on est bon pour pouvoir essayer de démarrer. Donc on va essayer un coup. On n'a pas de vitesse. Voilà. Donc on voit qu'elle a donné le coup de démarrage. Donc ça, c'est le cranking duty. Et là, on voit qu'elle est à 1700 tours. Donc on n'est pas bon. On n'est pas bon en idle control. Donc on a dit c'est le duty cycle. Et donc voilà. Là on voit que notre curseur il est dans ces cases là. Donc on prend ces cases là et on les baisse une à une. Et vous voyez le ralenti qui baisse. Voilà. Là on est à 1003. Donc on va baisser au fur et à mesure. Voilà, là on est à 1100. Pour un démarrage à froid où on est à 20 degrés, bon, pourquoi pas, quoi. Donc voilà, ça donne un ordre d'idée. Donc on sait que ces valeurs-là, ça va être au moins du 44, quoi. Et du coup, ces valeurs-là, à chaud, ça va être, on va dire, du 43. Du coup, on va baisser un peu. Voilà. Et donc ça, c'est à peaufiner. C'est à peaufiner. Faut essayer, quoi. Faut essayer les valeurs, quoi, selon votre moteur, tout ça. Ça peut changer. Donc là, on a démarré et on est stabilisé à 1000. Donc c'est bien, c'est bien. Et quand on regarde notre petite table d'injection,
voit que là, notre capteur map, il est à 40 kPa. On le voit ici aussi, 40 kPa. Donc c'est ce que je vous disais avec le régulateur asymétrique. Quand j'avais encore mis le capteur asymétrique, ici j'avais 80 kPa au ralenti. Et donc en fait c'était beaucoup trop haut. Tu peux pas, le moteur il est pas censé fonctionner comme ça. Et donc là le but ça va être maintenant, moi la map là elle a déjà été faite du coup, mais ça va être de faire correspondre. Alors évidemment tous les changements de valeur faut les faire à chaud. Là on voit qu'on est qu'à 40 degrés, hein, donc on s'en fout, c'est pas assez. On va attendre d'être à 70 degrés pour faire des vrais paramètres, parce que là si on regarde justement dans les settings qu'on a pris tout à l'heure, warm-up enrichissement, bam, on est à 122%, voilà, 137% même ici. Ça veut dire que là l'injection elle fonctionne sur la table VE de base qu'on a donnée, mais elle ajoute aussi 36% d'enrichissement, parce qu'on est encore dans le warm-up enrichissement par exemple. Et donc les réglages de l'injection, il faut les faire à chaud quand on est pile poil à 100% en gamma enrichissement ici, quoi, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres paramètres d'enrichissement qui faussent après nos valeurs une fois que le moteur est chaud ou froid, ou voilà. Et donc là on peut voir que du coup avec la table VE plus l'enrichissement du warm-up, etc., on a notre AFR ici qui est à 10, 11. Vous voyez, elle a quand même un petit... Je sais pas si on voit le mano là. Putain, on le voit pas, c'est le mano qui est juste au-dessus. On voit le mano là, ProSport, et on voit que ça correspond pas exactement quand même. Tu vois, il fait des petits pics à 9 des fois. Mais bon, voilà. Après, si jamais la voiture, vous avez augmenté à mort les paramètres de ralenti, mais que la voiture ne démarre toujours pas, ça voudra dire qu'il va falloir rajouter de l'essence, sûrement. C'est qu'il manque sûrement de l'essence. Donc soit vous modifiez la case ici et vous en mettez plus. Voilà, à titre informatif, moi, au ralenti, avec des injecteurs 440cc, ma table, elle est à 64 ici, par exemple. Voilà, c'est un titre indicatif, hein. Ça va forcément changer pour tous les autres moteurs, mais c'est un titre indicatif. Et si ça démarre toujours pas et que vous vérifiez que les bougies sont sèches, ou alors vous voyez à l'AFR que quand vous laissez le contact allumé, l'AFR elle est trop pauvre, c'est à dire que c'est qu'il n'y a pas assez d'essence. Donc soit vous mettez de l'essence dans le priming, soit vous en remettez dans le warm-up, ou soit vous remettez de l'essence dans la VE. Donc voilà, et après le but c'est de laisser chauffer et d'essayer de toucher un peu à des paramètres de la voiture, quoi. Donc voilà, pour moi c'est les paramètres principaux qu'il faut regarder, au moins pour le premier démarrage, avec un Speeduino, quoi, sur la BM. Alors avant que j'ai plus de batterie, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, ça se trouve il y a des trucs qui vont pas, hein. Je suis pas un expert ni en mécanique, ni en reprog, ni en tuner studio, ni en Speeduino. En fait je suis pas expert du tout, mais tout ce que j'ai donné là en fait c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure d'avoir construit ce Speeduino et d'avoir fait la map de cette BM. C'est la première voiture que je mappe. C'est la première fois que j'utilise un calculateur reprogrammable. Ouais. Là, je fais cette vidéo, on est en avril. Le Speeduino, il était dans la voiture au mois de décembre dernier. Et ouais, le temps d'avoir la map et tout, février, quoi. Donc... ouais, il a fallu faire beaucoup de recherches. Il y a notamment, je me suis inspiré de certaines
YouTube channel, donc certaines chaînes YouTube où il y a des tutos. Alors forcément c'est souvent en anglais, mais il y a des tutos. Je crois que c'est Turbo Research qui fait des tutos Tuner Studio. Donc c'est en anglais, mais du coup des fois ça aide mieux à comprendre plutôt que le manuel Speeduino. Et très récemment, là, enfin très récemment, là d'ailleurs elle est remontée là depuis la vidéo là, depuis la dernière vidéo, Ultimate Making, qui lui a fait un vrai Speeduino de base, un V0.4 je crois. Donc c'est vraiment un Speeduino de base quoi. C'est pas un Speeduino modifié comme celui qu'on a là ou quoi. C'est vraiment le Speeduino de base. Et c'est en français. Et il fait ça sur une Ford Fiesta. Voilà, si jamais. Pour finir cette vidéo, un petit avant-goût de la prochaine vidéo.